Jamais vous entendrez un marin se plaindre, sauf, bon, quand il y a une grande crise, mais autrement, ce sont des gens qui ne se plaignent pas. Ce sont des gens qui ne parlent pas. Ce sont des gens qui sont peu représentés à terre parce qu'ils ne sont pas là. Donc, et que finalement, s'il y a encore quelques années, ils n'avaient pas envie de parler, aujourd'hui, ils ont envie qu'on sache ce qu'ils font. Au pied des fortifications de la ville close, les navires concarnois attendent la prochaine campagne de pêche, la marée, comme disent les marins. C'est là, sur le port, en plein centre-ville, que travaille le solitaire Yvon Lachèvre. Cet ancien journaliste réalise désormais des films sur sa passion, les hommes et la mer. Ma première expérience avec le chalut, je l'ai faite à bord du Rhapsody. Il faut imaginer, à bord de ces bateaux-là, il faut imaginer les 3-8, mais avec une seule équipe. Alors une seule équipe pour ramener le chalut, une seule équipe pour vider le chalut, une seule équipe pour le mettre dans les paniers, pour le vider, pour le nettoyer, pour le descendre en cale, pour le glacer, pour faire la navigation, pour s'occuper du moteur, pour s'occuper des câbles. Les gens, ils n'arrêtent jamais. « 14 jours de labeur dans l'enfer du Nord, au large de l'Écosse ou de l'Irlande, c'est la durée d'une marée pour les grands chalutiers concarnois, navires emblématiques du port. Cette culture de l'effort, les pêcheurs de Concarneau l'acceptent depuis toujours sans rechigner, sans en parler. Plus de 1000 marins, des milliers d'emplois directs et indirects, la pêche demeure la clé de voûte de l'économie concarnoise. Avec le port, elle a forgé la mémoire et la culture de la ville bleue. Depuis 35 ans, Marcel Le Goc appartient à cette histoire. Patron de chalutier, il a, comme de coutume dans le milieu de la pêche, gravi les échelons un à un avant d'obtenir son premier commandement sur un navire aujourd'hui désarmé, l'Emerica. Ce chalutier d'ancienne facture transformé en musée finit ses jours adossé à la vieille ville. Les cadences les plus difficiles ont été les années 80-90, où on a travaillé très très dur, on a travaillé comme des fous, et on a même crevé nos hommes. On rentrait le bateau plein comme un œuf, tout ça pour vendre parfois que les 2/3 de la pêche. Des journées, le record qu'on a fait sur, je crois, ça devait être sur le Symphonie, c'est 50 heures sans dormir, sur le Rhapsody, 40 heures sans dormir, dans le poisson, jour et nuit, juste le temps de manger. Le poisson était rendez-vous, il fallait le travailler. À l'époque, on privilégiait le travail sur le repos. J'ai gardé de très bonnes amitiés avec des gens que j'ai fait vraiment morfler. Il y a des gens que j'ai fait travailler 40 heures, 50 heures. Mais avec ces gens-là que je rencontre aujourd'hui, on se raconte des histoires sur le passé. On a gardé d'excellents souvenirs. Je pense qu'il y a 10 ans, l'ambiance était meilleure qu'aujourd'hui. La grande révolution dans le chalut, c'est le changement de technique. À partir de la fin des années 60, on va abandonner le chalutage latéral, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ramenait le chalut sur le côté. La mer passe par-dessus bord et vient inonder le pont. C'était vraiment très très dangereux. D'ailleurs, il y a eu de nombreux accidents, des types qui sont passés par-dessus bord ou des bateaux qui ont chaviré. Donc on va abandonner cette technique du latéral. Les chalutiers dits classiques vont devenir des pêches arrière. Et ce changement, d'abord, sera plus sécurisant, il y aura moins d'accidents, et surtout, on va pouvoir, à partir de ce moment-là, couvrir le pont. C'est-à-dire que les hommes, pendant la manœuvre, ne seront plus exposés aux intempéries, mais vont pouvoir travailler au moins à l'abri. Il y a quand même une nette évolution, à tout point de vue. La sécurité à bord, le bateau est entièrement fermé, on a des portes. Les gars réparent les chaluts, ils sont à l'abri, tandis qu'ici, les chaluts avariés, les gars étaient les pieds dans l'eau. Ils pouvaient, je sais pas, moi, ça pouvait durer 2-3 heures, les réparations d'un filet. Les pieds dans l'eau, tiens, attention, il y a un paquet qui arrive, fais gaffe.
les gars qui sautent devant, tandis que sur un bateau comme aujourd'hui le Rhapsody, bon, les gens sont à l'abri. Bon, il est certain que le bateau il roule bord sur bord, il y a une main pour le travail et puis il y a une main pour le bonhomme. Mais ici, il fallait quand même veiller à toujours une personne, veiller qu'il n'y ait pas un mauvais paquet, bien que le patron soit à la passerelle. Attention, on risque de prendre un mauvais coup. Ça, aujourd'hui, sur un pêche arrière, c'est une chose qu'on ne connaît plus. Des conditions de vie à bord qui s'améliorent, mais des revenus très variables selon le volume de la pêche ou le cours du poisson. Depuis quelques années, la tendance est à la baisse. Parfois, les salaires n'atteignent pas les 10 000 francs mensuels pour un matelot. C'est peu pour compenser l'effort du pêcheur. Dans ces années 2000, début des années 2000, il va y avoir de nombreux marins qui arrivent à la retraite. Et on ne sait pas très bien comment on va les remplacer. Et ça va poser un problème parce qu'il n'y a pas de relève. Il y a déjà eu le cas d'un armement qui voulait embaucher. On a passé des petites annonces dans la presse locale pour trouver des marins. On n'en a pas trouvé et il a embarqué des Portugais. Et on peut se demander si demain, s'il y avait une petite reprise, si on construisait des bateaux, qui on mettrait à bord ? Il faut parfois que les marins changent de vie pour parler plus aisément de leur ancien métier. Matelot, puis cuistot pendant 15 ans à bord d'un chalutier, Loïc Ledu, comme d'autres, s'est reconverti. Face à la criée, à quelques encablures des quais du port, il a ouvert un bar. Ça faisait 15 ans que je naviguais, j'en avais marre. J'en ai simplement marre. On faisait énormément de coups de poisson, c'est-à-dire du lieu noir quand c'était la saison. Et on pouvait tomber facilement sur 400 à 500 caisses d'un coup, quoi. Et ça, c'était assez courant. Donc c'était pénible parce qu'il fallait étriper le poisson le plus vite possible, le mettre en cale. Ça pouvait être 100 caisses d'un coup. On revirait de nouveau 2 heures après. On avait autant. Et c'était un cercle infernal et ça pouvait durer 24 ou 48 heures, voire plus. Donc on ne bougeait pas du pont. On n'allait pas dormir. Métier pénible. Mais beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que c'est une franche camaraderie. Aussi des accroches, hein. Ça c'est tous les métiers, hein, c'est comme ça. Hein. Mais beaucoup de camaraderie dans l'exploitation. Hein. Ouais. Et moi je suis le cuistot. Donc en faisant de la bonne bouffe, les gens sont contents. Donc ils vont sur le pont, que ce soit pour amender ou pour aller au poisson, les gens sont beaucoup plus vivants. Par contre, si j'aurais fait de la merde, je pense pas que j'aurais fini à marée, quoi. J'aurais été foutu à l'eau avant. Bernard ? Un petit jus ? Oui, ben comme d'habitude. Alors, sous quel ? Impeccable. Ah ouais ? Ouais. La reconversion a été assez hard. C'est vrai que c'est de marin-pêcheur, D'abord, il a fallu que j'aille dans un centre de gestion pour pouvoir apprendre comment gérer une entreprise, parce que ça doit être une micro-entreprise, c'est une entreprise quand même. J'ai quand même mis 4 mois avant de m'acclimater. Vie terrienne et surtout exploitation d'un bar ou autre. Hein. J'aurais pu faire autre chose. À l'origine, j'étais lancé sur une poissonnerie. Mais finalement, je me suis rendu compte que le bar, c'était pas plus mal. Hein. Je reste dans le contexte chalut, vu que j'ai mes copains qui viennent ici. Les poissonniers, des dockers, enfin toute la famille concarnoise de la pêche, quoi, en fin de compte. Il fait encore nuit quand Ronan Danigo arrive à ses bureaux. Fils et petit-fils de marins-pêcheurs, ce jeune marailleur dirige une PME d'une dizaine de personnes depuis 6 ans. Une fois déchargé des cales du chalutier, le poisson ne reste que quelques heures dans les frigos de la criée. Dès les premières lueurs du jour, le cœur économique du port commence à battre pour préparer la vente qui débute à 6 heures du matin. Être né dans les milieux maritimes aide beaucoup parce que de tout petit, on a toujours vu du poisson, on sait ce que c'est. On le travaille, on l'emballe, on l'expédie dans différentes destinations, en France, en Europe, où on veut, quoi. Les changements n'épargnent pas la criée. En sus de la traditionnelle vente à la voix, une salle informatique accueille désormais les acheteurs à l'étage, situé au-dessus de la criée. Un écran d'ordinateur, un bouton pour cliquer, ce sont les nouveaux outils pour conquérir les lots de poissons. J'ai acheté une tonne 5 de merlan là-haut, parce que c'était relativement intéressant, mais tout le reste était trop cher pour la vente qu'il y a actuellement, quoi. Bon, bah, moi je joue la carte d'acheter en bas, je pense que ça sera moins cher.
J'ai eu 2 bacs à 17,50. 17,50. Ce qui a beaucoup changé, c'est le téléphone portable. Parce qu'on arrive à vendre dans différentes criées. On suit la vente en même temps. C'est simultané. Ça, je pense que c'était une grande évolution pour le métier. 15,50. En général, tous les magasins ont une spécialité. Hein. Bon, il y en a qui font de la lotte, de l'arrêt, d'autres des filets, d'autres du poisson bleu. Moi, je fais à 90%, je fais que du filet. Auparavant, on se contentait d'acheter et de vendre. Aujourd'hui, la valeur ajoutée du marailleur réside surtout dans la transformation du poisson. Depuis une quinzaine d'années, tous les patrons vous diront que pour compenser la baisse de la ressource, ils vont chercher du poisson de plus en plus loin, c'est-à-dire de plus en plus profond. Il y a quelques années, à Concarneau, on allait pêcher par 300-400 mètres de fond. Maintenant, ils sont arrivés à aller par 1000 mètres de profondeur, voire 1500 mètres de profondeur. Et à ces profondeurs-là, on trouve de nouveaux poissons. Des poissons qu'on ramenait de temps en temps sur le pont, mais qu'on rejetait à ce moment-là. Et maintenant, c'est l'essentiel de la production concarnoise. Ce sont des poissons qui ne sont pas présentables sur l'étal du poissonnier, en l'état, parce qu'ils ont vraiment une drôle de gueule, et qu'ils ne sont vendus qu'en filet. Or, c'est précisément ce que, de plus en plus, recherche la ménagère. Le premier souci d'un marailleur, c'est d'avoir du poisson. On en a tellement peu qu'à un moment, nous sommes trop. Nous sommes trop d'acheteurs à Concarneau. Trop d'acheteurs à Concarneau. Pour le poisson qu'il y a, quoi. Nous sommes 20-25 marailleurs, quoi, sur le port. Et quand j'ai commencé, il y avait bien une quarantaine. Donc en l'espace de 6 ans, la moitié des entreprises se sont éteintes. Une nouvelle menace risque de bouleverser l'économie du port, les bases avancées. Une formulation mystérieuse qui résume la volonté des armateurs des chalutiers de décharger leur cargaison à proximité des zones de pêche, dans des ports irlandais ou écossais. La question se pose, si les bateaux vont effectivement débarquer leur pêche dans ces ports d'Irlande ou ces ports écossais, c'est-à-dire à proximité de la ressource, que va devenir ce poisson? Est-ce qu'il va être ramené à Concarneau? Et là, on dira c'est un moindre mal. Si le poisson ne revenait plus à Concarneau, on se demande qu'est-ce que feraient les marailleurs, mais qu'est-ce que feraient également tous ceux qui travaillent à la criée. Or, on dit qu'un emploi en mer génère 3 à 4 emplois à terre. L'objectif des bases avancées est limpide, moins de jours de route et des campagnes de pêche sans interruption. Si cette mutation modifie les rythmes de travail des marins, elle risque aussi de toucher sévèrement la criée et de pousser les entreprises du port à la délocalisation. Les solutions, il n'y en a pas 50. C'est soit qu'on reste à Concarneau et qu'on a du poisson, ou qu'est-ce qu'on a à faire ici, quoi. S'il faut bouger pour pouvoir gagner sa vie, quoi, je n'hésiterai pas un seul instant. J'attendrai pas que le poisson vienne à moi, j'irai à lui. Les bases avancées ont déjà fait leurs preuves à Concarneau. Elles sont mises en œuvre dans l'autre spécialité locale, la pêche au thon tropical. L'esprit aventurier et les moyens financiers des armateurs concarnois ont installé le port breton au premier rang de la pêche aux coureurs des mers, au large de l'Afrique de l'Ouest ou dans l'océan Indien. Aujourd'hui, 400 marins de la région travaillent sur ces thoniers que l'on ne voit jamais dans le port breton, mais dont la rentabilité a fait de cette activité l'exemple à suivre. Voir des gens qui vont au boulot avec leurs valises et qui prennent l'avion pour aller soit à Dakar, soit à Abidjan, soit aux Seychelles, ici à Concarneau, ça n'a rien d'étonnant. C'est la vie courante de ces marins qui sont embarqués sur les thoniers tropicaux. Et ce sont des gens qui ont une vie très différente de la vie des chalutiers. Et ça a toujours été, ici à Concarneau, un problème pour les chalutiers, à savoir que c'est un métier tellement difficile, tellement contraignant que tous, ou quasiment tous les marins des chalutiers avaient en tête l'idée un jour d'aller en Afrique. Je suis originaire de l'île de Sein. J'habite à Douarnenez actuellement
Et je travaille dans un armement concarnois qui m'envoie en Afrique. Louis Spinec a encore plus d'un mois de vacances pour s'amuser de son modeste bateau de plaisance, 50 jours avant de regagner le bord du Beluga, le tonnier qu'il commande depuis quelques années au large des côtes africaines. Un état-major concarnois, un équipage africain, du soleil et des conditions de travail étonnantes que Louis Spinec filme parfois au caméscope, comme l'on tournerait un film de vacances pour montrer à sa famille. La différence principale avec un chalutier, que ce soit dans le sud de l'Angleterre, Irlande ou au plus nord, c'est l'éloignement. On part quand même 3 mois et demi. Et la deuxième différence, qui n'est pas négligeable, c'est le temps, les conditions atmosphériques. La tenue de travail sur un chalutier, c'est en permanence les bottes, les cirés, et tandis qu'à la pêche au thon, la plupart du temps, les gens sont en short et en t-shirt, un peu comme à la plage ici à la belle saison. Les techniques de pêche évoluent, les conditions de vie à bord s'améliorent, mais il est une chose qui ne change pas, l'attente, immuable compagne de la femme du marin. Viens. La promenade a été bonne? Oh, formidable. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a toujours aimé. Je le savais quand on s'est mariés, je ne savais pas du tout à quoi je m'exposais, mais enfin bon, je le savais. Je m'y suis adaptée progressivement. Ouais, tu avais déjà du mal au départ à supporter que je parte en mer pour démarrer de 2 semaines au chalut. Ah ouais, mais là, le rythme est différent. Parce que bon, tu partais 2 semaines, mais tu n'avais même pas à peine 3 jours à la maison, et sur ces 3 jours-là, tu passais 2 à bord. Donc on ne se voyait jamais. Bon, moi, je travaillais de nuit. Donc il y a des jours, on se croisait au petit déjeuner, c'est tout. Avec les moyens de communication qu'il y a maintenant, c'est très facile. Hein. Quand ça va pas, bon, un coup de fil. En temps normal, on se faxe toutes les semaines. Quand ça va pas très bien, quand il n'y a pas de pêche, alors là, il me téléphone tous les 2-3 jours. Puis ça repart, et puis bon, je vous dis, on n'est pas vraiment coupé. Si de nombreux marins gagnent mieux leur vie au loin, certains ont fait le choix de rentrer chez eux tous les soirs. C'est le cas de Pierre Nicolas. Ce pêcheur côtier incarne une tendance forte depuis une quinzaine d'années, devenir son propre patron. Pour plus d'1 million de francs, il a acheté un petit chalutier et, avec son équipier Patrick, il part tous les jours à la pêche à 2 heures des côtes. Cette indépendance a un prix, des journées qui commencent vers 3 heures du matin. J'ai pas été malheureux, c'est les au large, mais ici, c'est la vie rêvée. Hein. Ah oui. Il y a des moments difficiles, c'est sûr, mais quand on rentre tous les soirs à la maison, dormir 3, 4 heures, 5 heures dans son lit, ça vaut 10 heures dans une couchette. Hein. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre vie de pêcheur? On n'a pas le stress. On est libre, quoi. Quelque part, on est libre, on est heureux, hein. On est en plein air. Bon, la pression, c'est la pression de la pêche, quoi. Quand il y en a, c'est bien. Quand il n'y en a pas, bon, les soucis sont là. Est-ce que c'est dur de s'en sortir avec un bateau comme ça? Ouais, c'est pas facile. Bon, les charges augmentent, les frais pour le gasoil augmentent, tout augmente. Bon, le prix du poisson, là, cette année, on n'a pas à se plaindre, mais il y a des années, il y a des hauts et des bas. Mais c'est pas évident. Il faut travailler. Il ne faut pas se relâcher, ne serait-ce que de dire je vais prendre des congés ici et là. Non. On prend des congés quand on le peut, pas quand on veut. Depuis 8 ans, on est toujours resté à peu près au même chiffre d'affaires tous les ans. Mais les jours de mer ont augmenté aussi. C'est-à-dire que pour arriver à avoir le chiffre d'affaires qu'on faisait il y a 5 ans, on fait un mois de mer de plus, quoi. Un dernier coup de chalut en fin d'après-midi et quelques poissons viennent enrichir la petite pêche de la journée. « 6h, 6h30, on sera à quai, le temps de débarquer la pêche, ranger tout dans les frigos. Oh, pour 7h15, on est à la maison. Ouais, c'est quand même bien. Quand je vais rentrer, je vais me doucher. Et après, je vais m'asseoir et puis je vais discuter avec ma femme, avec mes enfants. Et puis je vais passer une bonne soirée, comme toujours. La pêche côtière a toujours joué un rôle important à Concarneau.
Aujourd'hui, 150 petits navires, chalutiers, sardiniers, sillonnent quotidiennement les côtes du sud Finistère et seront peut-être bientôt les seuls navires encore présents dans le port. Ils sont gaiement la voilure, belle sera l'aventure. Les gars de Concarneau qui sont sur l'eau, oïsio, sur leurs petits bateaux font de rues matelots, oïsio, ils prennent à chaque instant la mer. Pendant longtemps, la pêche côtière a nourri la première industrie locale, les usines de conserverie de poissons spécialisées dans le poisson bleu, la sardine, le chinchard ou l'anchois, qui, avec le thon, incarnent la grande tradition concarnoise. La ville a compté jusqu'à 32 conserveries, mais les successions malheureuses et la mondialisation ont eu raison de la quasi-totalité d'entre elles. L'industrie de la conserverie a considérablement baissé à partir des années 50 et aujourd'hui, il reste seulement une conserverie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste une conserverie qui continue à travailler à l'ancienne, c'est-à-dire qui a tout misé sur la qualité. Ma mère travaillait déjà à l'usine. Et comme en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de salaire, les vacances, c'était de suite au boulot, quoi. Donc à 14 ans, on m'a envoyé travailler, puis j'ai continué après, j'ai pu arrêter. À ce moment-là, il y avait à peu près 2 usines, presque dans chaque rue, là. L'outil de production se modernise, mais la tradition a parfois la vie dure. On ne trouve toujours que des femmes pour travailler à la chaîne dans la dernière conserverie concarnoise. Isabelle. J'ai fait 14 ans sertisseuse. Je me plaisais très bien. C'est quoi ça, sertisseuse? Je m'occupais des machines, je mettais les machines en route, sertir les boîtes. Chose que maintenant, on a 2 mécaniciens super, qu'ils ont tout mis ça automatique et c'est beaucoup plus facile, le travail est moins dur qu'avant. Les boîtes arrivaient, il fallait surveiller qu'il y avait de l'huile dans les boîtes, mettre des fonds, où il y avait des machines qui n'étaient pas automatiques, il fallait pousser les boîtes dedans. Et tout ça, ça a changé. Maintenant, ça va tout seul. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Puis la cadence n'est plus la même qu'avant non plus, hein. Maintenant, il faut que ça rapporte. Ouais. C'est dur, hein. Il y a des journées, on est fatigué. Et avant, on avait une chaise, de temps en temps, on pouvait s'asseoir. Maintenant, c'est confisqué. Ça nous manque un peu. On avait le droit de parler, on rigolait, on chantait des fois. On ne faisait pas le tonnage que sûrement on fait maintenant, hein. Maintenant, on fait 6 à 7 tonnes de sardines par jour, voire plus. Il faut carburer, hein. Ça, rendement, hein. L'avenir économique de la ville ne dépend plus depuis longtemps des conserveries. Aujourd'hui, les interrogations portent sur le futur de son port de pêche. Baisse de la ressource, bases avancées, exigences de rendement, autant de réalités qui font craindre que Concarneau ne tourne un jour le dos à la mer. À Concarneau, premier port tonnier européen, on ne voit jamais un tonnier. Alors est-ce que demain, on ne sera pas 3e port chalutier de France, sans bateau? En quelque sorte, être peut-être le premier port virtuel de France, avec forcément les problèmes que ça posera, parce que s'il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de fuel à leur vendre, il n'y a plus de nourriture à leur vendre, il n'y a plus de petites réparations à leur vendre, il n'y a plus de glace à leur faire avant de partir. Tout un système économique de petites entreprises portuaires qui risquent là de beaucoup souffrir. Je ne dis pas que le port va mourir pour autant, mais ça va forcément à ces gens-là poser des problèmes importants. Je reste optimiste, il faut rester optimiste. Le Concarneau a connu des crises très graves. Hein, il a fallu faire venir la troupe de Quimper. Hein, j'espère qu'on n'aura pas lieu de ça dans quelques années, mais il faut que le port tienne.
Et ça, la balle est dans le camp des élus locaux. Hein. C'est pas moi qui va gérer quelque chose. Hein. Je dis, il faut que Concarneau continue. Parce qu'il y a quand même une masse salariale ici qu'il faut absolument préserver. Parce que c'est pas le tourisme qui ne fera jamais vivre Concarneau. Ça, c'est pas vrai, ça. Ou bien, s'il le fera vivre, ce sera dans 50 ans. Mais pour l'instant, c'est pas le tourisme qui fera vivre. 2 mois de l'année, c'est insuffisant pour une ville de 20 000 habitants. Insuffisant. Voilà. Bon, allez, on va servir. Yannou, qu'est-ce que tu veux? Une gueule poche, madame, j'ai de l'eau. Une tranche de thon? Ok. Hey now, all you sinners, put your lights on, put your lights on.